Notre invité du jour sur ce live, c'est Éric Julien. Éric, il est à la base géographe et puis il a une histoire assez particulière. C'est que en Colombie, en 85, il était accompagnateur de montagne et il a été victime d'un œdème pulmonaire et il a été sauvé par les Indiens Kogi. Et depuis, sa vie a changé. T'es avec nous, Éric? Oui, bonjour, bonjour Émeric, bonjour Pierre, bonjour à ceux qui nous écoutent. Alors, je rappelle que Emeric et Pierre, ils restent avec nous, ils peuvent intervenir quand ils le souhaitent, il suffit qu'ils rallument leur caméra, ils peuvent participer à ce débat d'aujourd'hui. Alors, explique-nous, toi, en quoi ta vie, elle a changé à partir du moment où tu rencontres les Indiens Kogi, et qu'est-ce qui a été remis en cause dans ta manière de raisonner? La première chose qui a changé dans ma manière de voir le monde, c'est que quand on a un accident, ce qui a été mon cas, j'ai eu un accident en montagne à 5000 mètres d'altitude, ce qu'on appelle un œdème pulmonaire, de l'eau dans les poumons. Et donc on devient fragile, on devient vulnérable, puisque si on n'est pas soigné rapidement, on peut en mourir. Donc je redécouvre la fragilité de la vulnérabilité et donc la solidarité quand des Indiens, des archaïques, des sauvages, des primitifs, comme nous les avons appelés, acceptent de s'occuper de moi, de me soigner, de me sauver la vie. Donc pour le jeune cadre dynamique que j'étais à 25 ou 26 ans, c'est une jolie claque de la vie dans la figure. Mes certitudes et ma vision du monde en avaient pris un coup ce jour-là. Et de manière plus large, ce que je découvre, c'est ce qu'on pourrait appeler le champ de référence sur lequel les humains travaillent. Dans nos sociétés modernes, ce sont les humains qui édictent des lois qui sont défendus par la police, l'armée, les juges, les avocats, qu'ils changent quand ça les arrange en fonction de leurs intérêts. Dans ces sociétés indiennes, donc cette société qui m'avait sauvé la vie en 85, ce ne sont pas les lois des hommes qui dirigent les activités des hommes et qu'ils changent quand ça les arrange selon des fluctuations politiques ou des arrangements entre lobbies, c'est les lois ou les principes qui permettent la vie. Donc évidemment, aujourd'hui, il y a une dichotomie forte entre les lois des hommes qui vont contre la vie et les lois de la vie qui sont malmenées. Donc le virus, c'est un formidable révélateur, une espèce d'alerte, de symptômes que les lois de la vie sont malmenées. Et si on n'entend pas, on ne tient pas compte de cette alerte, comme toute maladie, on va dire, les symptômes risquent bien de se multiplier pour essayer de nous faire comprendre que la direction qu'on a prise, non pas été mauvaise, elle nous a amenés dans une situation tout à fait agréable et intéressante, mais mériterait d'être visitée en tout cas. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Est-ce que ça veut dire que tu as une analyse qui conduirait au fait qu'on n'aurait pas pu ne pas être victime de ce virus? Bah, aujourd'hui, on vit à 85% en ville. Les territoires sont considérés comme des zones d'aménagement, les ressources naturelles comme de la matière première. On a un rapport à la nature et au vivant comme un objet. Or, la nature est vivante, elle interréagit, elle a ses logiques, elle répond à des principes extrêmement précis, les mêmes principes que ceux d'une organisation, les mêmes principes que ceux d'un corps humain. Ça fonctionne un peu comme des poupées russes. Donc, le premier travail d'un dirigeant, d'un manager, d'un être humain, d'un citoyen pour moi aujourd'hui, c'est d'identifier ces principes et de regarder s'ils sont en place, s'ils s'appliquent à mon organisation, à mon territoire, à mon pays, si on prend ça sur une logique territoriale nationale, ou à mon projet. Et si on n'a pas ces principes en tête, si on ne les comprend pas, ces principes de vie qui permettent l'adaptabilité d'une structure, qui permettent son développement, qui permettent sa souplesse, qui permettent sa réactivité, tout ce dont on a besoin aujourd'hui, on tend vers des administrations ou des entreprises qui se réifient, qui se rigidifient, et qui sont de moins en moins en capacité de réagir à ce qui se passe. On a au moins une certitude qui se profile à l'horizon, c'est l'augmentation des temps d'incertitude et de surgissement. Donc on a intérêt à retrouver vite quels sont ces principes et qu'est-ce qu'ils veulent dire dans une culture entrepreneuriale pour préparer nos entreprises et nos organisations à être les plus réactifs possibles. Et ça passera, à mon avis, en plus forcément par des choses assez basiques, hein. C'est quel est le sens que nous souhaitons donner à notre projet? Est-ce que ce sens intègre trois choses? Est-ce que ça intègre le territoire qui n'est plus un paysage, c'est-à-dire une esthétique, mais un paysage, un acteur avec lequel il faut que je tienne compte? Est-ce qu'on prend en compte le temps de maturité d'une équipe, de développement d'une structure pour conscientiser ce processus du vivant? Donc il y a le territoire, il y a le temps, et puis il y a le sens et les valeurs. Est-ce qu'on décide de refaire vivre des valeurs entre nous et de renourrir un commun? C'est-à-dire que je ne vois pas comment on pourra échapper au fait de redonner du commun, c'est-à-dire ce que fait, je crois, un peu le CJD aujourd'hui dans l'urgence, d'aider les membres du système par solidarité à passer ce cap difficile. Ce qui est aujourd'hui mis en urgence devrait être, à mon avis, généralisé pour financer, soutenir cette mutation qui est devant nous. Mais j'insiste sur le fait que si on ne comprend pas le signal comme étant un symptôme d'un changement qu'il est encore temps d'engager pendant qu'on en a les moyens, nous nous préparons des années très sombres.
Tu parles de principes et du fait qu'il faut bien les comprendre. Du coup, moi, je suis un peu dans la position de celui que tu étais avant de les comprendre. Et comment je fais pour intégrer cette nouvelle manière de penser, alors que je suis dans un environnement qui n'est pas forcément propice, qui est plein de ces entreprises et plein de cette croissance dont on nous parle tout le temps. Qu'est-ce qui, toi, en fait, dans ton histoire personnelle, fait que tu changes d'avis? Parce que tu nous parles de ce soin qui t'est apporté suite à cette embolie, etc. Mais j'imagine que c'est du dialogue. C'est quoi? C'est une personne en particulier? Comment est-ce que tu changes et quel est le processus? Voilà, on touche à un processus qui, pour moi, se compare un peu au vin. C'est-à-dire que quand on met des grains de raisin verts qu'on a cueillis, enfin plus ou moins mûrs, pardon, qu'on a cueillis sur la vigne, et qu'on les met dans une cuve, eh ben, au début, ils sont verts, et puis il y a plusieurs phénomènes qui s'ajoutent, qui s'additionnent les uns aux autres, ce qu'on appelle la vinification. Il y a d'abord la forme de la cuve dans laquelle on met les grains de raisin. Ensuite, il y a la texture de la cuve. Ensuite, il y a la durée de la vinification. Après, il y a le sucre. Après, il y a la température. Bref, une fois qu'on a traversé ce processus, si le vigneron ou le viticulteur a de vrais talents, et si le raisin à l'origine était peut-être aussi bon, hein, on arrive à obtenir un nectar. Il y a quelque chose de cette nature-là, c'est-à-dire quel est le processus, quelle est la démarche qui va nous faire prendre conscience que nous sommes des êtres vivants, nous les humains, nous répondons à certaines règles, à certaines lois. Il en est une très simple que vous êtes en train d'utiliser au moment où vous avez la gentillesse de m'écouter, c'est la respiration, c'est-à-dire l'inspire et l'expire. Si on arrête de respirer, c'est un principe, on est mort. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le inspire, expire dans une organisation? C'est ça qu'il faut explorer. Et comment, moi, en tant que dirigeant, manager ou responsable politique, je vérifie que mon organisation, quelque part, respire. Voilà, c'est un long processus. C'est pas nouveau. Il y a un géographe français qui s'appelait Élisée Reclus qui disait quand les sociétés humaines ont conscience de ces principes et qu'elles les appliquent, on rentre dans des périodes de progrès. Et il y a eu dans l'histoire des grandes périodes de progression. On a été très créatifs et les sociétés vivaient en paix et étaient plutôt en prospérité économique. Et quand on les perd de vue, on rentre dans des moments de régression, ce qui, à mon avis, risque d'être un peu le cas en ce moment, indépendamment du coronavirus. Et donc, c'est une question de reprendre conscience de ces processus, de les partager, de les acquérir, de les mettre en place dans ces organisations et de les faire vivre. Alors, est-ce qu'on va être capable de le faire? Ça, j'en sais rien. Un principe très bête, c'est par exemple qu'on trouve dans les grandes traditions, notamment dans le Tao, c'est le féminin et le masculin. Qu'est-ce que c'est qu'une organisation masculine? Qu'est-ce que c'est qu'une organisation féminine? Comment les deux peuvent cohabiter? Le féminin, ça renvoie souvent à des dimensions qu'on ne voit pas. C'est une vision, c'est des relations, c'est des valeurs qu'on va choisir et qu'on va faire vivre. C'est un ensemble de dimensions qui composent la structure et la culture d'une entreprise, mais qu'on ne voit pas forcément, qu'on a négligé ou qui ne font pas partie de notre culture. Donc c'est remettre un peu en place et en vie toutes ces dimensions-là, en arrêtant d'être contre la nature, parce que pour l'instant on a un système économique mortifère puisqu'il se sert de la nature pour se déployer, mais en essayant de retrouver une économie, comme l'évoquait Pierre, régénérative, qui continue à produire de la valeur, mais avec la nature. C'est un sacré challenge, il est possible, il est envisageable, il faut simplement le poser comme un choix, une direction à prendre, puis une envie d'y aller. Je crois que l'humain n'a jamais été aussi bon que quand il a été confronté à des challenges sur lesquels il n'avait pas toutes les clés, et aujourd'hui personne ne pouvait prévoir ce qui nous est arrivé. Personne ne peut être sûr de ce vers quoi ça va nous mener. En tout cas, ça nous challenge. Et dans ces cas-là, je crois que l'espèce humaine et les entrepreneurs qui ont l'habitude des challenges sont capables de sortir le meilleur. Et là, on en a besoin. Mais pour changer, il faut bien comprendre, et c'est pas forcément évident de savoir quelle est sa marge de manœuvre. D'autant plus qu'on part pas de zéro. Pour la plupart d'entre nous, on a des entreprises qui existent, qui ont des modèles économiques qui sont sans doute perfectibles, mais on est bien installé et on imagine d'une certaine manière qu'à la fin de cette crise-là, ça va repartir un peu comme avant, et peut-être on va pouvoir un peu changer des choses, mais d'abord il faudra repartir comme avant avec une stabilité, etc. Comment on fait pour intégrer cette notion de respiration dans une entreprise classique, en ville, qui se pose pas la question tous les jours de la nature? Comment on fait pour Mm. prendre en compte ça dans le concret? Moi, j'aurais envie de dire la première chose qu'on fait, c'est qu'on le dit. Est-ce qu'on a envie de faire le choix du vivant? Alors, qu'on l'affirme. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, faire le choix Ouais. du vivant? Ça veut dire déjà ouvrir des espaces où on se pose la question, on regarde, on affecte des moyens. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Deuxième chose, il y a des entreprises qui l'ont fait déjà, ce choix du vivant. On peut aller regarder qu'est-ce que ça a donné, comment elles l'ont mis en place. Il y a des administrations déjà qui sont orientées vers cette dynamique-là de faire le choix du vivant, construire une vision, faire une démocratie plus participative dans l'entreprise, renourrir des valeurs. Voilà, toutes ces dimensions-là, et des choses qui existent. Pierre parlait tout à l'heure d'outils d'intelligence collective. Où est-ce que j'en suis là-dessus? Est-ce que ça fonctionne?
Voilà. Après, il y a une petite phrase qui dit, c'est toujours ce même géographe qui dit l'homme, c'est la nature prenant conscience d'elle-même. C'est un long cheminement que de prendre conscience. Qu'est-ce qui fait que moi, je suis vivant et qu'est-ce qui va faire que mon entreprise demain soit aussi vivante? C'est avant tout un chemin. On dit souvent, El camino se hace al andar. Le chemin se fait en marchant. Est-ce qu'on a envie de s'y engager? Si on s'y engage pas, il y a une deuxième petite phrase qui dit les valeurs sont comme les feuilles mortes, elles ne s'agitent que quand le vent se lève. Va-t-il falloir que nous passions de la tempête que nous traversons à carrément l'ouragan pour comprendre que n'a pas tellement d'alternatives que d'aller dans cette direction? J'en sais rien. Mais je terminerai par une dernière petite image. C'est le capitaine d'un bateau qui est face à un ouragan. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait du bateau, mais on voit le ciel noir. Et on est dans son bateau, il y a encore un brin de soleil, mais on sait que ça va être chaud. Il ne sait pas combien de temps va durer l'ouragan, il ne sait pas si son bateau va résister, mais par contre, ce qu'il peut faire, c'est travailler avec son équipage, c'est vérifier que la cargaison est bien amarrée, c'est vérifier que chacun a son poste, c'est encourager les matelots, les moussaillons, et c'est se mettre en posture de faire face à l'ouragan. Je ne crois pas que c'est un ouragan auquel on est confronté, c'est plutôt à de l'imagination et à l'audace de sortir de nos habitudes. Le seul choix qu'on a aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va sortir de nos habitudes par conviction, par conscience de c'est le chemin qu'on doit prendre aujourd'hui, profitant qu'on a encore des marges de manœuvre, ou est-ce qu'on va attendre la deuxième, la troisième, la quatrième tempête qui va venir secouer nos économies et qui va faire qu'à un moment, on ne sera plus en état de se remettre dans la normalité, comme vous l'évoquez. Et c'était un questionnement, je suis par ailleurs consultant, qui traverse toutes les entreprises avec lesquelles je travaille aujourd'hui. Est-ce qu'on revient à la normale plus vite, comme le disait notre président du MEDEF, en accélérant, ou est-ce qu'on profite d'un répit qu'on peut espérer après cette crise pour commencer sérieusement à engager cette mutation? La réponse ne m'appartient pas, je ne sais pas quelle sera, mais si on ne la prend pas le plus vite possible, la nature se chargera de nous remettre dans la bonne direction si on ne l'a pas compris. Est-ce que je peux demander à Pierre Minaudier de réagir là-dessus? J'ai vu apparaître Pierre, alors j'imagine que tu as une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit. Oui, en fait, je pense qu'on est, en tout cas, si on est au CJD, on est quand même conscient de tous ces enjeux-là. Je pense que ça fait déjà quelques années qu'on suit des crises successives pour nos business. 2008, mais il y en a eu avant et ça continue. Moi, je suis convaincu que si on ne change pas, ça va revenir très très vite. C'est-à-dire que là, on a eu un premier coup dans le mur et celui-là, il est quand même assez fort. C'est-à-dire qu'il a rarement été aussi fort depuis, on va dire, 50, 60 ans. Je pense que moi, c'est la première fois, en tout cas, même pour mes parents, je pense que c'est la première fois qu'on va avoir une économie qui va finalement se casser la gueule, en tout cas de 5% à peu près, de ce que prévoient les économistes. Donc c'est quelque part, c'est sûr qu'on s'est pris un mur. La question que j'ai envie qu'on se pose, c'est est-ce que le mur il a déjà été assez dur et on se rend compte qu'effectivement ça nous a fait mal et ça va continuer à nous faire mal, ou alors est-ce qu'on va se prendre un autre mur d'ici 1 ou 2 ans qui fera encore plus mal? Et moi, j'ai pas envie de vivre ça. Enfin, je sais qu'on va potentiellement le vivre, mais en tout cas, j'ai envie qu'on se mette à changer, même si beaucoup d'entrepreneurs du CJD l'ont déjà fait dans leur modèle de réflexion, dans leurs modèles économiques, parce que ça faisait partie un peu finalement de cette culture qu'on avait nous en interne. Mais j'ai envie de dire qu'il faut aller au-delà du juste pur écosystème CJD et aller pousser ces idées-là, ces idées du vivant, ces idées d'harmonie avec notre écosystème. Il faut le pousser bien plus fort que ce qu'on fait aujourd'hui. Effectivement, il faudra reprendre. Et il y a la reprise qu'il va falloir gérer, c'est-à-dire la sortie de confinement. Mais il va falloir vite se mettre au travail. Et je pense que là, pour le coup, j'ai confiance dans la capacité des entrepreneurs en France et dans le monde pour se dire le modèle est plus bon, il faut changer de modèle. Et ça a toujours marché chez l'homme, il a toujours fonctionné comme ça. Moi, j'avais la crainte que ça soit un peu trop tard. Eric, tu me rassures un peu dans tes propos en disant c'est peut-être pas trop tard. Mais en tout cas, il va falloir se bouger les fesses, ça c'est sûr. Je rajoute une question, remarque à ça. Peut-on changer tout seul dans son coin? Parce qu'on a le sentiment qu'on vit dans un monde qui est quand même extrêmement concurrentiel et que changer, c'est parfois aussi renoncer à un moment donné à sa compétitivité, donc prendre le risque de se faire écraser par une concurrence qu'on ne maîtriserait pas. Il y a une forme de triche, en fait, je me dis, entre ceux qui ont envie de faire des choses et ceux qui ne souhaitent pas et cèdent à la facilité. Comment on fait pour s'y retrouver dans un monde où tout le monde ne change pas en même temps parce que tout le monde n'a pas la même envie?
Moi, je pense que déjà, il faut construire des systèmes d'alliance. C'est-à-dire, c'est comme dans la nature. En fait, il y a des. Enfin, peut-être Eric, tu pourras commenter cette partie-là, mais il faut trouver des écosystèmes où tout ça c'est viable et on a envie de travailler ensemble. Et je pense qu'au CJD, on choisit les fournisseurs parce qu'ils sont aussi à notre image et on a envie de travailler dans un écosystème vertueux. Il faudra engager. Effectivement, on ne peut pas être seul. C'est-à-dire que quand on construit même un projet entrepreneurial, on sait qu'on n'est pas seul. On a des collaborateurs, des financeurs, des fournisseurs. Tout ça, ça construit un écosystème. Par contre, moi, je crois beaucoup maintenant au fait qu'il va falloir construire de nouveaux écosystèmes économiques beaucoup plus viables et l'ensemble des acteurs qui vont vivre dans cet écosystème-là, eh ben, ils vont être localement ou un peu plus que localement, mais indépendants par rapport au reste. Et il faudra qu'ils le soient. Et toujours en harmonie, en respect par rapport avec ce qu'on consomme avec la nature. Et ceux qui voudront faire n'importe quoi, de toute façon, ils se feront balayer parce que c'est inévitable en fait. On voit bien que ça arrive. Eric, sur ce sujet-là. Vas-y, Eric. Je remets le micro. Sur ce sujet-là, on n'est pas les premiers à se poser la question de ce que la nature a à nous dire. Que ce soit Léonard de Vinci, qui était loin d'être un idiot, que ce soit Gaudi à Barcelone, pour ceux qui connaissent l'architecte et ses constructions, ou même que ce soit notre grand chaman à nous, comment il s'appelait, E égale MC2, aidez-moi. Einstein, voilà. Tous ont dit à un moment, on va chercher tes enseignements et tes leçons dans la nature. Donc, une des règles et des lois de la nature, c'est toutes les relations. Et là, je rejoins Pierre. Quels sont les écosystèmes qu'on peut construire, qu'on peut mettre en place, qui vont refaire vivre entre les acteurs de cet écosystème certaines valeurs qu'ils auront privilégiées, et donc avec les valeurs vont des comportements. Quelles sont les pratiques qu'on va privilégier, les pratiques qu'on va isoler. Et ça veut dire que les gens qui décideront de vivre ces valeurs sur un territoire, il y a un deuxième principe du vivant qui est à la base de l'arrivée de la vie sur Terre, qui est la frontière. La frontière a permis l'arrivée de la goutte d'eau a permis l'arrivée de la polarité plus et moins, donc la création d'énergie. Donc il y a ceux qui sont à l'intérieur du système et ceux qui sont à l'extérieur du système. Déjà, s'il y a quelques acteurs qui se mettent à l'intérieur des systèmes, de respecter certaines valeurs, de faire certains choix, de monter un fonds de commun de solidarité pour aider ceux qui auront plus de mal à engager cette transition et de redonner du sens, il y a aucun ne fonctionne pas. Mais ça pourra fonctionner si quelque chose pourquoi pas le CJD, a l'audace, j'ai envie de dire, de poser la première pierre. Ça marche un peu comme de la cristallisation. Le CJD, c'est pas n'importe qui, c'est pas un monsieur tout seul dans sa campagne, c'est une organisation qui représente une dynamique, un patronat qui dit nous savons ce que ça veut dire entreprendre, nous savons ce que c'est que d'avoir une vision, nous savons ce que c'est que des valeurs, nous avons des compétences et nous pensons qu'aujourd'hui, il est de notre responsabilité de faire du business d'une autre manière. Donc nous l'actons, nous le posons et nous invitons ceux qui ont envie d'ouvrir cette voie à converger et à prendre cette direction. Forcément, des tas de gens qui sont isolés aujourd'hui vont converger dans cette direction. Et en plus, si le CJD, parce qu'on est au CJD aujourd'hui, a cette audace, je ne vous parle même pas du retour sur investissement, si tant est qu'il faille le comptabiliser, pour se dire c'est la première structure qui aurait eu l'audace de le faire. Je crois que c'est affirmer qu'on fait le choix du vivant, se rassembler, se reconnaître, se soutenir pour le faire, et surtout bien avoir conscience qu'on n'a pas le choix de le faire. Et je reviens à ce que disait Pierre. Je vais prendre un exemple très simple pour peut-être illustrer qu'est-ce que ça peut vouloir dire un principe du vivant. Je ne sais pas si certains d'entre vous savent ce que c'est que l'apoptose. Est-ce que ça Moi, vous je ne sais pas, parle, en ce tout cas. terme ? L'apoptose est un terme scientifique, qui était un principe scientifique qui a été découvert dans les années 70-80 et qui désigne le suicide des cellules lorsque les cellules n'ont plus d'informations sur leur utilité dans le système. C'est-à-dire, je suis une cellule du foie, par exemple. Si le foie ne me renseigne pas sur quelle est mon utilité pour que le foie fonctionne bien, je me suicide. Donc l'apoptose désigne le suicide cellulaire. Ce qui veut dire que la communication dans une organisation n'est pas morale, n'est bien mal ou bonne, elle est vitale. Et on a eu des grands exemples, malheureusement historiques, d'une grande société de télécommunications dont je tairai le nom, qui a provoqué une démarche d'apoptose managériale à grande échelle, qui est passée en justice il n'y a pas très longtemps, par défaut ou par le fait d'avoir malmené la communication. En disant ça, c'est juste pour montrer que des principes qu'on appelle managériaux ou de fonctionnement des entreprises, en fait, renvoient à des principes physiologiques de vie.
Donc, en prendre conscience, les piloter, les manager dans des territoires qui ne sont plus juste des objets, mais des sujets, des paysages qu'on réapprend à ménager et non plus à aménager. Pour moi, nous n'avons pas le choix. Mais c'est une joie, c'est une opportunité, parce que ça ferait appel à l'enthousiasme. Je ne sais pas si vous connaissez la racine du mot enthousiasme. Ça voudrait dire quelque chose comme traverser par la vie. Après, je suis pas certain que la problématique managériale des suicides à Orange France Télécom, parce que c'est l'exemple que tu prends, soit essentiellement liée à de la communication. C'est lié aussi à des tâches qui peuvent être inadaptées, à des profils qui n'avaient pas été recrutés pour ça à l'époque. Et c'est un problème qui est parfois plus complexe. Et justement, c'est aussi ça. Comment entraîner tout le monde dans une dynamique, comment expliquer une dynamique et comment faire adhérer des gens qui sont pas forcément prêts à le faire. Dans le cas de cette entreprise, il y avait une nécessité que je respecte, je ne suis pas sur ce registre-là, de se séparer de plusieurs milliers de salariés. La démarche qui a été choisie, il suffit de regarder les actes des kilomètres, pas des kilomètres, mais des kilos de documents qui ont été réalisés là-dessus, nous, on ne prend pas un terme d'apoptose, on prend le terme mise au placard, c'est-à-dire de ne pas donner les informations très très claires et de pousser le salarié au départ et à la démission volontaire. Voilà, donc ça a provoqué, quand la partie est séparée des informations, ça provoque au mieux des mal-être et des situations très inconfortables, au pire des suicides. Alors que les suicides aient été peut-être multifactoriels, dans certains cas, c'est probable. Mais dans d'autres cas, quand on regarde de près ce qui s'est passé, qui se reproduit dans d'autres entreprises pour l'avoir vécu à plusieurs reprises, ça peut provoquer ces pratiques, ces tristes conséquences. C'est juste pour se dire que ce qui fait que nous sommes vivants comme êtres humains se reproduit dans tout type d'organisation à toute échelle, dans l'entreprise et sur le territoire. Donc j'en reviens à mon dada, identifier ces principes, en prendre conscience et regarder dans quelle mesure les entreprises peuvent les faire vivre dans leurs organisations, qui au final les rendra plus adaptatives, plus souples, plus réactives. Ça n'ira pas contre le business, au contraire. J'ai vu Pierre se rallumer, j'imagine que tu as quelque chose à rajouter là-dessus, Pierre. Pierre qui se rallume, j'aimerais bien voir la scène. Ouais, je me rallume. Non, mais pour abonder aussi dans le sens d'Éric, je pense qu'aussi, faut pas avoir peur de ce qui va arriver, c'est-à-dire que ça va être un moment très créatif aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup d'espoir, finalement. J'ai beaucoup d'espoir dans ce qui va arriver. Et quand Éric parle de principes, je pense qu'il faut aussi qu'on définisse, finalement, les nouveaux principes économiques dans lesquels on veut vivre. Parce qu'on a toujours, finalement, été en tant qu'entrepreneur, quelque part, à réagir à des règles qui nous ont été imposées. Je pense qu'il va falloir édicter des nouveaux principes dans ces écosystèmes ou ces nouveaux écosystèmes, qu'il va falloir édicter et comme une charte entre nous, et il va falloir pouvoir vivre dedans. Il y a il y a d'autres mouvements qui travaillent autres que nous, et je pense qu'il faut qu'on réfléchisse au-delà du CJD. Moi, je suis convaincu que, certes, on est 5000 et on aura une grande puissance déjà pour le faire, mais il y a d'autres organisations qui pourront être dans ce combat-là. Et il y a notamment, je pense au mouvement des entrepreneurs sociaux, le MOVE, des organismes comme ça. Je pense qu'on peut fédérer beaucoup d'énergie autour de nous et avec nous sur une grande plateforme commune pour faire basculer les choses. Il y a notamment, c'est le phénomène de la bascule, qu'on travaille notamment avec un des ministères. Je ne suis pas fan de tous les ministères. Celui-là, il travaille plutôt pas trop mal. Sur la bascule des 10%, il dit que si on arrive à faire qu'une singularité qui pourrait être le principe du vivant devienne 10% de l'économie, et ben, tout d'un coup, le système bascule et tout le monde bascule dans cette nouvelle économie. Donc moi, j'ai envie de se dire, on peut être au début de la flamme de ça avec quelques autres organisations, parce qu'il faudra qu'on le fasse assez vite, à mon sens. Et puis basculer rapidement dans ces au moins 10% d'économie, de notre pan économique qui bascule dans ces conditions-là. Et là, on peut vraiment changer les choses. Éric, j'en reviens à la base de l'histoire. Si j'ai bien compris, c'est ta rencontre avec les Indiens Kogi qui modifie profondément ta manière de changer. Si on reprend de manière un peu provoque, certes, mais si on reprend un peu cette histoire-là, je la connais mal, celle des Indiens, mais
Globalement, cette philosophie-là conduit souvent à être ostracisée et à voir ces populations-là se réduire, voire se réfugier quelque part, parce que le monde qui ne raisonne pas comme eux les bouffe. Comment on fait à l'échelle des entreprises pour pas être dans le même problème? Je pense que les entreprises ne sont que des formes. La question clé, c'est que j'aurais envie de poser, c'est qui suis-je comme dirigeant? Quelle est mon intention? Est-ce que mon ego est à peu près apaisé? Et est-ce que je sais au service de quoi je mets mon énergie? Je ne critique pas ça du tout en partageant les propos que je vais partager, mais si mon seul objectif, c'est d'améliorer, je caricature un peu, mais j'en connais beaucoup des comme ça, mon bas de bilan, c'est vrai que ça ne peut pas fonctionner. L'objectif des Kogi, ils en ont deux, ces Indiens, ils ont deux missions de vie, on va dire. La première mission de vie, c'est protéger la terre et la soigner. C'est-à-dire qu'ils affectent du temps, ils affectent de la ressource, ils affectent de la compétence pour réparer et pour soigner ce qui a été abîmé. Donc nos économies, puisqu'on parle d'économie régénérative, vont-elles être capables d'affecter réellement du temps, de la compétence, de l'énergie pour soigner et pour essayer de compenser un peu les dégâts qu'on a fait? Ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe de cette société humaine, effectivement, ostracisée, détruite, etc., c'est d'apprendre à vivre en paix ensemble. Est-ce que vous trouvez que c'est très archaïque quand on regarde la tête de notre modernité, que des humains apprennent non pas à vivre en paix, ça ne veut pas dire qu'ils vivent complètement éteints, avec une émotion zéro et non, c'est apprendre à faire en sorte que l'altérité soit une richesse et pas une destruction. C'est-à-dire que la personne à côté de moi qui n'est pas comme moi, j'en ai pas peur et j'ai envie de travailler avec elle et de créer quelque chose avec elle. Je vais peut-être dire un terme qui est un peu bizarre et vulgaire, j'en sais rien, mais c'est la base de l'amour. Quand un homme et une femme se rencontrent, soit ils ont du désir pour faire un bébé, et donc c'est l'accueil de l'autre pour, avec l'autre, créer quelque chose qui va être un bébé, par exemple, ni la copie du papa, ni la copie de la maman, soit ces deux altérités, alors c'est un viol, l'un qui impose quelque chose à l'autre, ou peuvent pas se supporter et vont divorcer. Et ben dans le monde en général, dans celui de l'entreprise, dans celui de la créativité, c'est pareil. Deux énergies, deux possibles, est-ce qu'ils sont capables d'avoir une qualité de dialogue pour créer quelque chose? Donc ces Indiens Kogi nous disent, on prétend pas avoir raison, on prétend juste que nos principes de vie, qui sont ceux de la nature, ce serait intéressant qu'on dialogue avec vous pour voir comment ils peuvent aider, renourrir, décoloniser nos imaginaires, nous emmener vers une économie régénérative ou que j'appelle une éco-modernité, c'est-à-dire une modernité qui ne renie pas son histoire, qui ne renie pas du tout ses acquis, mais qui renoue des liens d'alliance avec la nature, parce que si on n'a pas de nature, essayez de vous boucher le nez comme ça pendant une minute, vous êtes cuit. Et on s'en rend tellement pas compte que quand sur nos périphériques ou nos autoroutes, il y a marqué rouler à 70 avec ce petit panneau qui clignote, vous êtes en train de vous gazer, ça nous paraît presque normal, ce qui veut dire qu'on se rend même plus compte de ça. Donc l'intérêt des Indiens qui vivent en marge de notre société, c'est de nous alerter là-dessus. Et effectivement, chez eux, il y a 457 projets miniers, il y a du tourisme très destructeur, c'est pas toujours le cas du tourisme, mais là c'est ça, il y a du bois précieux, il y a des routes, il y a des mines, il y a la guérilla, il y a la mafia. Donc on est dans des rapports aux autres destructeurs, alors qu'il faudrait qu'on invite les autres, en l'occurrence les Indiens, au dialogue. Va-t-on être capable de dialoguer pour créer le futur avec ces Indiens, avec mon voisin de palier ou avec la nature, puisque c'est ça l'invitation? C'est pour moi l'enjeu clé. Et on voit bien que quand les sociétés sont capables d'un dialogue créatif, je n'ai pas la réponse. Personne n'a la réponse sur ce qui va se passer demain. Mais ensemble, avec nos intelligences conjuguées, on peut la trouver. Donc on voit bien que le dialogue va être une clé pour imaginer le futur. Est-ce qu'on aurait l'audace et le culot d'inviter ces Indiens pour dire on a bien compris que vous aviez un truc intéressant à nous partager, on a bien compris que vous ne nous en voulez pas de nous avoir tapé sur la tête pendant 5 siècles de colonisation, et on a bien compris que vous nous tendez la main pour le dialogue. Eh bien on a compris, on vous invite et on invente la suite de l'histoire ensemble. Mais le signal qu'on donnerait après 5 siècles où on a détruit ces gens-là, il serait formidable. Est-ce qu'on en a l'audace? Est-ce qu'on en a le courage? Est-ce qu'on en a la joie et l'intelligence? Ça, j'en sais rien. Pour l'instant, je n'ai pas beaucoup vu de gens qui avaient cette audace parce qu'on a trop peur de prendre des positions qui ne soient pas tout à fait en accord avec une dominante de pensée. Le coronavirus, cette crise nous ouvre une petite fenêtre. Alors, est-ce qu'on va avoir l'audace de tenter ce choix du vivant et de s'inspirer de ces sociétés, non pas pour les copier, j'ai pas envie de vivre dans une hutte demain matin, c'est pas l'idée, mais de s'inspirer de cette pensée? C'est devant nous, c'est de la créativité, c'est de la fécondation, c'est accepter de se dire ce que je crois aujourd'hui est intéressant. Bourdieu parlait d'habitus, mais il faut que je sorte de mon habitus, il faut que j'ai le courage et l'humilité
de sortir ce que je crois pour inventer ce que je ne sais pas encore. Toutes les grandes inventions sociétales dans le monde se sont passées comme ça. Alors, est-ce qu'on va être capable de le faire? Ça, j'en sais rien. Moi, c'est mon espérance quand je regarde mes enfants et quand j'essaie de leur expliquer le confinement, la pollution et la folie vers laquelle on les emmène. J'aimerais bien pouvoir leur dire, on a tout essayé pour varier, faire un peu dévier la trajectoire. Mais voilà, si on ne le fait pas, j'ai pas le pouvoir de faire dévier tout seul la trajectoire. Et j'ai une vraie déception, c'est de constater avec une amertume non dissimulée que tu ne vis pas dans une hutte alors que cet arrière-plan on pouvait le laisser penser. Mais au-delà de ça, j'ai le sentiment... Va savoir si je ne vis pas dans une hutte. En fait, en haut, j'ai mis une chemise et un petit gilet, mais en bas, j'ai mon tutu. Mais pour être plus sérieux sur le problème de la mondialisation ou du changement qui est possible de mener collectivement, j'ai parfois moins l'impression qu'on vit dans une société. Ça me fait penser au problème du dopage dans le sport. C'est quand, à partir du moment où on parle tout le temps de l'exemple du cyclisme, où dans le cyclisme, les meilleurs sont dopés, bah, tu sais que tu peux pas gagner et tu te fais bouffer si tu te dopes pas. Donc ça crée une sorte de cercle vicieux. Comment on fait pour mettre un contrôle antidopage dans le monde? Parce que parfois la bonne volonté ne suffit pas à gagner. Les raisonnements majoritaires sont parfois plus forts et écrasent ceux qui essayent d'amener le changement. Comment on fait pour faire ça? Je ne sais pas si c'est à moi que tu poses la question, mais je dirais juste une chose. Il y a une question, je t'entendais, Pierre, je rejoins assez cette idée-là. Il y a une question de masse critique. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui ont envie d'aller dans une autre direction. Et puis, à un moment, on se dit, nous, on n'est pas là pour avoir envie de gagner, on a juste envie d'offrir une vie de qualité avec un futur possible à nos enfants. On pourrait marquer cette voie-là. Et puis après, je ne suis pas du tout partisan d'un militantisme du changement. Je ne pense pas qu'il faille obliger ou dire aux gens c'est mal parce que vous ne voulez pas changer. Je pense plus à l'exemplarité. Qu'est-ce qui nous empêche de montrer que quelque chose d'autre est possible et qu'on peut y trouver du plaisir, de l'argent et du sens? Rien, si ce n'est le courage de le faire. Si on prend l'exemple de l'agriculture biologique et de la permaculture, pendant longtemps, dans le monde agricole, on s'est dit ça ne marchera pas, la permaculture, ça ne produira jamais des quantités suffisantes. Il y a quelques expériences, alors elles sont marginales, certaines qui se passent en Normandie, qui ont prouvé que certaines manières, des surfaces agricoles assez réduites, pouvaient produire des quantités alimentaires conséquentes. Donc, alors je ne dis pas que c'est la permaculture ou l'agriculture bio contre l'agriculture conventionnelle. Je dis simplement qu'on est confronté à un moment où il peut être intéressant d'avoir l'audace de questionner nos modèles et nos habitudes. Voilà. Est-ce qu'on a l'audace d'ouvrir de nouvelles voies et de nouvelles possibles? Une des caractéristiques du vivant, et on vient de le voir avec le coronavirus, c'est le surgissement. C'est l'incertitude. On s'est endormi avec ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, pardon, pas les 60 glorieuses, en pensant que ça allait marcher comme ça pendant des années et des années et que tout allait bien. Nous sommes les premières générations à ne pas avoir connu la trouille et l'angoisse de pouvoir mourir demain avec les dernières guerres mondiales. Donc on a pensé que c'était normal. Et tout d'un coup, la nature se réveille et nous dit « Coucou les gens, ce que vous vivez, c'est une parenthèse, elle n'est pas normale. » Le surgissement et la nécessité d'inventer la suite de l'histoire avec ce surgissement. Et on a vu tristement et heureusement qu'à l'issue de la guerre, on a été très créatifs en matière de protection sociale. Ce surgissement peut nous amener à réinventer des choses. C'est dans la logique des choses et ça fait appel à ce qu'on a de meilleur, la créativité et l'enthousiasme. Mais si les adultes entrepreneurs que nous sommes ne montrent pas le chemin, alors qui va le montrer? Et si un pays comme la France n'ouvre pas la voie, mais alors qui va l'ouvrir? Et en Europe, en plus, je pense qu'on a besoin de ce genre de choses, c'est-à-dire remettre du sens, remettre des valeurs, remettre de l'enthousiasme et montrer que les citoyens ne font pas que subir l'Europe, mais qu'ils peuvent aussi amener quelque chose. Donc on pourrait très bien faire ce choix du... Ah, on a eu une coupure du coup de Eric, mais effectivement la démarche est intéressante. Ça me fait penser à un des exemples. Je crois qu'on est en train de te retrouver, Eric. Ça me fait penser à un exemple assez récent dans le vin notamment. En fait, que des fois les gens changent beaucoup plus vite que ce à quoi on s'y attend, et où le cours des vins de Bordeaux a chuté. Alors c'est un exemple d'avant la crise parce que maintenant tout a chuté, mais en tout cas le cours des vins a chuté à part le vin bio parce que d'un coup il y a une demande, et donc ceux qui avaient pris le pas d'aller dans cette démarche-là, qui pensaient perdre de l'argent mais que c'était une démarche de leur part qui était volontaire, se retrouvent à être ceux qui s'en sortent, et ceux qui n'ont pas suivi le mouvement sont vraiment dans une difficulté colossale. Donc ça montre aussi que parfois l'entrepreneur doit être vraiment précurseur parce que le citoyen peut changer et le consommateur peut changer extrêmement vite de point de vue. J'avais vu Pierre entre-temps se réallumer, alors si tu voulais réagir là-dessus, Pierre. Bah, si Pierre clignote alors. C'est toi qui clignotais, Eric, là, mais Pierre, je le vois bien. Oui, non, mais en fait,
je pense qu'il faut qu'on change aussi notre posture et notre regard. C'est-à-dire qu'on a une vision du gain qui est encore une vision du gain de performance économique. Et elle doit être là. Enfin, je veux dire, c'est toujours ce qu'on a défendu au CJD. Mais elle doit pas être que économique. Et dans l'économique, il y a aussi notre contribution finalement au retour de ce qu'on emprunte à la terre vivante. C'est ce que font les cogis. Enfin, moi, je regarde ça de manière assez comme un entrepreneur qui dit finalement, ils ont pris des ressources, ils les ont rendues, ils soignent la terre et en fait, ils contribuent à ce que leur écosystème soit pérenne. Et nous, un de nos piliers, je le rappelle, c'est quand même développer pour pérenniser. Si on ne développe pas pour pérenniser notre écosystème, de toute façon, on va mourir. Enfin, je veux dire, c'est assez brutal, mais c'est un peu ça. Donc, qu'on le prenne comme on veut, même ceux qui sont un peu hors la loi ou seront les hors la loi, parce qu'il y en a toujours eu dans tous les écosystèmes des gens qui sont à côté finalement de ce qu'il faut faire, ils seront quelque part rattrapés par les nouvelles formes d'économie, parce que on n'aura pas envie de faire de business avec, parce que ça n'aura pas de sens de faire de business avec des gens comme ça. Moi, j'ai vu par exemple, c'est des choses assez anecdotiques, mais avec l'annonce qu'on a eue d'Amazon qui s'est fait retaper les doigts parce qu'ils faisaient n'importe quoi avec leurs collaborateurs, c'est un exemple. Donc, il va falloir quand même commencer à voir tous ces signaux faibles qui nous arrivent. Et je pense que si on veut avoir une chance de continuer à vivre, la nature va continuer à vivre sans nous. Je pense que quand il y aura un grand système qui va nous balayer, ça sera fini. Et donc, la nature reprendra ses droits et l'humain apparaîtra peut-être sous un autre format, mais dans quelques millions ou milliards d'années. Là, je pense qu'on a effectivement une fenêtre d'opportunité où on se doit de changer. Enfin, moi, en tant qu'entrepreneur, et je pense que je ne suis pas le seul, et j'espère pas être le seul, et les auditeurs sont là derrière leur écran, on ne peut pas continuer comme ça. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de pérennité là-dedans. Enfin, j'ai même pas envie de continuer à développer un business si c'est pour aller dans le mur. Ça n'a aucun intérêt. J'aimerais qu'on donne la parole aussi à Aymeric, qu'on n'a pas entendu depuis un petit moment. Si tu es encore avec nous, Aymeric, toi aussi, tu es proche de la nature, tu es de parent agriculteur. Quel est ton regard sur ce qui vient d'être dit et ton point de vue? Est-ce que tu comprends tous ces raisonnements-là? Merci Floris, ouais, j'allais l'apprendre pour réagir à ce que disait Pierre. Moi, j'ai tendance à... Je suis assez inquiet sur l'après, sur en tous les cas la prise de conscience. Parce que finalement, il y a une fenêtre qui fait qu'on est très inquiété parce que tout est bouleversé, mais parce que surtout, on n'a pas de remède à ce symptôme. Et dès lors qu'il y a un remède qui va être trouvé ou un vaccin qui va être trouvé au coronavirus, j'ai tendance à penser que vite, l'ensemble de l'organisation telle qu'elle existe aujourd'hui, les pouvoirs de la finance telle qu'elle existe, vont vite aller se réorganiser comme ils l'étaient avant pour recourir après ce après quoi ils courent d'ores et déjà, qui est le bénéfice, la finance outrancière et l'ultra-consommation, puisque l'ensemble des entreprises qui ont perdu aujourd'hui le chiffre d'affaires et leur capacité à faire du bénéfice vont aller rechercher ça pour compenser et repartir dans cette logique. Donc, notre enjeu, me semble-t-il, va être de faire front et de faire un front commun, comme le disait Pierre tout à l'heure, avec d'autres organisations pour être hyper fort et hyper force de proposition. Donc, j'allais dire, quelque part, la proposition que fait le CJD depuis déjà de nombreuses années, elle est encore plus vraie que jamais. Il va falloir profiter de cette fenêtre de tir pour réaffirmer ce qu'on affirme depuis des années et prouver que nos business peuvent exister tout en préservant l'économie. C'est ce qu'on appelle dans notre projet là, l'excellence écologique et économique. Et donc moi, évidemment, je vis avec la nature dans mon métier et je l'ai toujours vécu. Je pense qu'ici, ce qui est intéressant, c'est de se reposer la question de l'essentiel. Et plus que jamais, il faut bien prendre conscience, et j'irai même encore un degré plus loin, sur le fait de dire que l'économie, finalement, c'est une vaste artificialisation de l'organisation de la vie. Je me pose souvent la question concrète quand je roule sur la route et que je vois un écureuil écrasé sur la route ou un hérisson. Je me dis merde, ils n'ont rien demandé en fait à être ici et quelque part ça veut dire qu'on a un impact de par nos activités humaines qui se sont artificialisées. On a un impact vraiment important sur la nature et la première étape c'est de prendre conscience de ça, que de prendre conscience que dans tout acte que nous faisons, nous avons un impact sur la nature. Et le premier acte, c'est de le conscientiser
et de pouvoir développer des outils autour de tout ça qui nous permettent de trouver le meilleur équilibre. Et pour moi, l'ultra-financialisé de notre économie Ce mot aura eu raison de la et liaison. l'économie, en réalité, nous fait prendre de l'éloignement par rapport à la nature. J'attends de voir si la phrase est finie parce qu'on a pris un peu de retard sur la liaison, mais oui, j'ai l'impression. Eric, tu voulais réagir à ce que vient de dire Emery? Il faut que tu remettes ton micro par contre, je pense, Eric. Voilà, c'est mieux comme ça. Oui, Ouais. merci Émeric, que je ne connais pas. On a construit des mondes artificiels qui nous éloignent de la nature en vivant en ville, en l'exploitant à outrance. Et le chemin consiste à réouvrir quelque chose qui nous fasse non pas revenir en arrière. Les gens pensent souvent que reconscientiser la nature, c'est revenir en arrière, mais retrouver ces logiques de fonctionnement et leur redonner de la place dans nos organisations. Il y a une phrase que j'aime bien qui vient d'un philosophe qui s'appelle Michel Serres, qui dit « Nous sommes le monde », qui est décédé il n'y a pas très longtemps, hein. Nous sommes le monde, nous fonctionnons comme le monde et comme la nature, comme être humain et comme organisation, et nous l'avons oublié. Il faudrait remettre le monde et la nature dans nos pensées, dans nos actes. Et qui mieux qu'un agriculteur ou qu'une personne qui est en lien avec le monde agricole ou avec le monde de la terre peut aider, peut être un passeur, peut être un ambassadeur, qui plus est s'il prend la présidence d'une organisation comme le CJD, pour faire prendre conscience et revaloriser le métier ou tous les métiers agricoles qui sont des extraordinaires métiers de passeurs de nature, quelque part, et qui pourraient être les premiers ambassadeurs pour faire comprendre cette notion. Donc, moi, ça me parle en tout cas. Comment on fait pour se passer de l'économie? Parce que c'est finalement ça un peu la clé, c'est si on arrive à faire abstraction de la finance et du bilan, comme vous disiez, alors à nous la liberté et toutes les bonnes idées et les bonnes intentions sont réalisables, mais comment on fait dans ce monde-là? Est-ce que vous pensez que ça se fait à l'échelle de l'homme et de l'individu par conviction personnelle, ou est-ce qu'il faut une intervention de l'État et de la loi pour intégrer une forme de performance globale qui ne soit pas que économique? Moi, je peux juste donner mon avis, mais c'est qu'il y a un économiste célèbre qui s'appelait Keynes, qui dans les années 30 a écrit un petit livre qui s'appelle Lettres à nos petits-enfants. Donc on peut imaginer qu'on est ces petits-enfants, et qui disait, je ne sais plus dans quelle page de cet ouvrage, il va falloir une époque où nous mettions l'économie sur la banquette arrière, donc symboliquement elle est toujours là, et sur la banquette avant que nous remettons l'essentiel, le sens, la créativité, la relation entre les hommes et avec la nature. C'est pas moi qui le dis, c'est Keynes, dans les années 30. Et il s'adresse à nous, ces petits-enfants. Et je pense qu'on est arrivé à ce moment-là où il ne s'agit pas de mettre l'économie de côté. Il s'agit que les individus, les humains que nous sommes, prennent conscience que si on ne fait pas quelque chose, nos enfants en pâtiront directement. Je ne pense pas que ça puisse être l'État, parce que l'État est là pour réguler, il n'est pas là pour ça. Je pense plus que c'est des entrepreneurs, parce qu'ils savent ce que c'est qu'entreprendre. Qui plus est, les entrepreneurs, comme j'ai cru comprendre que c'était le cas d'Émeric, en lien avec la nature et avec le vivant. Entreprendre, c'est bien au cœur de nos métiers. Je suis par ailleurs chef d'une petite entreprise, donc je vois bien ce que c'est. Et ça viendra des entrepreneurs. Maintenant, les entrepreneurs vont-ils avoir de la ressource temps et de la ressource argent, parce qu'à un moment, ça passera par là, pour engager ce choix du vivant et accompagner ceux qui auront plus de mal à le faire. Ça veut dire que dans ma revue de projet d'entrepreneur, il y a marqué, je sais pas quoi, le marketing, les finances, le truc, le machin, et un projet choix du vivant. Ça, c'est une vraie question. Il y a souvent un projet que je me suis demandé pourquoi les gens ne le faisaient pas. En 1973, il y a une loi qui est passée en France, portée par une ministre qui s'appelait Yvette Roudy, qui est sur l'égalité des salaires hommes-femmes. On est en 2020 et il y a toujours un différentiel moyen de, je crois, de 24%. Qu'est-ce qui empêche une entreprise de dire nous ouvrons un compte et tous les hommes qui ont envie de contribuer à un rééquilibrage des salaires mettent 1, 2, 3% au moins pour montrer leur bonne volonté sur ce compte pour compenser le déséquilibre avec les femmes. C'est un axe extrêmement simple, d'ordre symbolique, qui montrait qu'on a enfin compris la question et qu'on respecte nos homologues féminins. Parce qu'on a l'impression qu'il faudrait que ce soit mené par l'entrepreneur, et donc du coup, comme c'est déjà l'entrepreneur qui, dans ces cas-là, fait le choix de discriminer les femmes sur les salaires, c'est forcément compliqué que ce soit la personne qui soit le problème, qui soit à l'origine de la solution. Ah bah c'est voilà, donc alors si ça vient ni par l'État qui a des difficultés, ni par les entrepreneurs qui en ont pourtant les moyens, bah c'est la nature qui va revenir taper à nos portes, et comme disait Pierre, jusqu'à quel point le mur va être de plus en plus dur.
Ça, j'en sais rien. Je reprends cette petite phrase, les valeurs sont comme les feuilles mortes. Elles ne s'agitent que quand le vent se lève. Est-ce que le vent est assez fort pour nous faire ouvrir les yeux sur les décisions que nous avons à prendre? Ça, je ne sais pas. Je l'espère. Pierre et Émeric, sur le sujet, notamment la question initiale sur ce passé de l'économie, est-ce que ces sujets-là aussi doivent être portés par l'État, par des lois, par des obligations, ou est-ce qu'elles peuvent être portées par l'individu? Alors après, ça dépend de ce qu'on appelle économie. Finalement, l'économie, c'est un échange de biens, de services, de compétences. Je pense qu'on aura toujours ça à faire dans nos... Enfin, finalement, on échange toujours des compétences entre nous, entre humains, et c'est ce qu'on appelle la relation. Donc ça, je pense que ça vivra toujours, parce qu'on aura besoin des compétences des uns et des autres pour vivre, et c'est ce que fait la nature d'ailleurs, elle échange des compétences entre ces organismes. Moi, j'irais au-delà de ça. Je suis assez d'accord avec l'analyse de Eric. Je pense que l'État, aujourd'hui, on vit dans un système économique régulé par les États. Et effectivement, ça montre aussi ses limites. Et donc, si on veut changer ça, il faudra certainement aller au-delà des États. Et moi, c'est ce que j'ai dit dans finalement les écosystèmes. Les écosystèmes, c'est à nous de les créer. C'est les écosystèmes dans lesquels on a envie de vivre en harmonie entre entrepreneurs, entre finalement entreprises locales, parce qu'on va revenir à beaucoup plus de localité et de territoire. Ça, j'en suis à peu près convaincu. Et à partir de là, comment on vit par rapport à ça? Ça veut dire qu'il y aura aussi des règles à respecter sur le bien commun de tout le monde au niveau d'un État, mais il y aura aussi des règles communes qu'on définira finalement comme dans des groupements d'intérêts qu'on connaît aujourd'hui dans certaines formes d'entreprises. Il y a des groupements d'intérêts où on définit des règles de bien vivre et de savoir vivre ensemble. Et je pense que ça, c'est notre responsabilité de le faire, de les dicter, et de toute façon, on a l'État aussi qu'on mérite et qui nous ressemble. J'ai envie de partager ça. C'est-à-dire que si nous, on a envie de changer en tant que citoyens, et je pense qu'il y a beaucoup de citoyens qui vont commencer à vouloir engager un changement, l'État changera. Émeric, sur ce sujet-là? Oui, sur ce sujet-là, moi je pense que en fait, c'est la matrice complète qu'il faut changer. Effectivement, si on commence à toucher à l'économie, à la structuration, ou à réfléchir à l'histoire de la façon dont se sont construites nos entreprises et les fondamentaux sur lesquels elles se sont construites, c'est revenir sur le sens, pourquoi faire. Et donc forcément, je suis OK sur le fait qu'on ne peut pas toujours attendre de l'État que ça descende, mais l'État doit forcément s'organiser autour de ces nouveaux enjeux, quoi. Donc il y aura une coordination, et moi je suis assez confiant sur, par contre, la conscientisation du gouvernement, en l'occurrence sur ce qui se passe et qui est assez dramatique pour notre économie, pour notre équilibre. Et donc c'est là que ça devient compliqué, parce que ça change de matrice. Il faut se reposer la question de savoir, pour moi c'est une question, mais l'argent qui est au centre de nos préoccupations ne devrait plus l'être. Et donc ça veut dire, cette donnée de référence, que devient-elle? Et à partir de ça, on peut travailler autour d'un projet qui fasse que l'ensemble des organisations puissent se mettre en œuvre. Et je pense à la santé, qui est prépondérante aujourd'hui. Je pense à l'agriculture, qui sont des domaines piliers. Comment est-ce que tout ça s'organise, quoi? Et ça reste des questions à construire, selon moi. Et est-ce que dans ton mandat à toi en tant que futur président du CGD, tu peux formuler un engagement là-dessus est-ce que ça va guider aussi ton mandat? C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les principes du vivant dans cette émission, parce que c'est un peu l'appellation qu'utilise Éric Julien, mais qui peut être sur un emballage marketing différent. Mais est-ce que c'est une philosophie que tu veux conduire dans ton mandat? Oui, ce que je disais tout à l'heure, non seulement on l'a construit, il est intégré, mais il est déjà intégré au sein du CJD. Ce qu'on veut faire, c'est le mettre en exergue, et c'est faire en sorte qu'il soit prédominant dans nos enjeux. Et on a une échéance qui est 2022, qui sera une échéance politique, où on va essayer de construire, alors encore une fois, il ne faut pas tout attendre de ça, mais on va essayer de construire ensemble, et le temps est court, mais de construire ensemble justement des nouveaux modèles, et d'être inspirant pour la société, et pas tout seul, avec d'autres associations, où on a des universités d'été qui sont prévues sur l'économie de demain, avec d'autres organisations, et c'est tous ensemble qu'on va essayer de se mettre d'accord sur le fait de construire ces nouveaux modèles, et de mettre en avant notre capacité, notre capacité à faire exister une économie qui puisse préserver l'environnement et améliorer, et c'est comment faire plus. Moi, je crois fort que les arbres ne montent pas au ciel, donc on parle ici des sujets de décroissance. C'est difficile que de parler de décroissance, alors qu'aujourd'hui, nos entreprises sont basées effectivement sur la croissance. Mais c'est faire non pas plus, mais faire mieux.
Sur le sujet de la décroissance, Eric, est-ce que c'est une thématique que tu portes toi comme étant une solution ou est-ce que non, il faut faire de la croissance mais différente? Pour reprendre ma métaphore tout à l'heure du Tour de France, est-ce que si on peut pas gagner la course, il faut changer de course? Quand on regarde les grands modèles qui sous-tendent nos activités, il y en a un premier, c'est celui que tu évoques, la croissance. Et on sait que la croissance exponentielle dans un monde fini, elle n'est pas viable. C'est celle qu'a prôné notre président du MEDEF. Il y a un deuxième modèle qui est prôné par un courant d'économistes, moi aussi Pierre Rabhi, pour ceux qui le connaissent, qui est la décroissance, mais il n'est pas très motivant, il n'est pas très simple à porter. On va dire, voilà, on va décroître pour une entreprise, pour une société, c'est jamais très motivant. Il y a un troisième modèle qui existe qui dit l'économie verte, on va faire une économie plus propre, on va faire du développement durable, mais on sait très bien que c'est à la marge et que ça va pas changer les choses. Il y a un quatrième modèle qui existait avant la crise, qui était porté par des gens comme Elon Musk ou ces gens-là, qui disaient la technologie va résoudre nos problèmes. Moi, j'ai tendance à dire personne ne connaît le modèle de demain, mais si nous mobilisons nos intelligences pour le trouver, on le trouvera. Il n'a pas de nom aujourd'hui, on ne sait pas vers quoi il va, mais c'est toute la question de l'émergence. Est-ce qu'on va être capable de se réunir sans savoir ce que nous allons faire sortir, mais en sachant que ce qu'on fera sortir, étant issu de nos intelligences, sera forcément intéressant. Donc j'ai presque envie de dire, ne mettons pas de nom. Il y a des aborigènes en Australie qui disent, en fait, votre problème, c'est votre rêve. Changez votre rêve et vous ferez émerger autre chose. J'ai envie de dire, est-ce qu'on est capable de se réunir pour construire un nouveau rêve et de ce rêve naîtra quelque chose. Mais aujourd'hui, il n'a pas encore de nom, on ne le connaît pas. Et si on commence à rentrer dans croissance, décroissance, on reste dans nos habitudes, nos habitus, on reste dans nos anciens modèles, et quelque part, on empêche le nouveau d'émerger. Si on se dit, on ne sait pas vers quoi on va, mais on a confiance qu'on va y aller ensemble, je répète que les grandes découvertes et les grandes évolutions sociales se sont toujours faites comme ça. Donc c'est la qualité de nos intelligences mises en relation, et je rejoins Émeric, de tout domaine, entrepreneur, peut-être ONG, peut-être citoyen, de la capacité qu'on va avoir à faire vivre ces valeurs ensemble pour faire émerger quelque chose qui, pour moi, a beaucoup de sens pour demain. Quel est le premier qui va avoir l'audace de lancer cette dynamique? Est-ce qu'il faut attendre 2022? Est-ce qu'il faut profiter de l'état d'esprit aujourd'hui? Moi, à mon avis, il est profiter de l'état d'esprit aujourd'hui pour lancer ça. Et en disant, on ouvre un espace de dialogue, on fait quelque chose, je ne sais pas si c'est très audible, on ouvre une matrice créative. On ouvre une matrice, un espace dans lequel va se créer le monde de demain. Et ouvrir une matrice, c'est remettre du féminin dans notre société moderne et dans les entreprises. Et je pense qu'on en a diablement et tristement besoin.